Donc je vais faire un petit topos de notre parcours qui a commencé en 2019. C'est le début de la 4e année de cette... nous sommes dans un travail sur les cas cliniques de l'histoire de la psychanalyse, les interprétations de la clinique dans l'histoire de la psychanalyse. Et puis, notre dernière séance, elle date d'un moment, on a fait une pause parce que c'était en septembre de cette année, c'était à la fin de l'été, lorsque François Ansermel nous a parlé de la bisexualité chez Fliss, et puis... chez les anguilles aussi. Voilà, la passionnante sexualité des anguilles. La bisexualité, c'était un peu moins clinique, donc on a déjà fait quelques exceptions dans la question du cas clinique, et puis je pense que ça ne sera pas la dernière. D'ailleurs, Nina, elle a déjà participé aussi, et c'était presque aussi, c'était pas un cas clinique typique, mais on tourne toujours autour de la clinique. Et donc, il y a eu ces 6 mois, on avait prévu de travailler Melanie Klein en octobre avec Alicia Steingart, mais qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Et alors on a dévié un peu, puisque Marc-Antoine il a fait une série parallèle à nos interprétations cliniques avec le groupe vaudois de philosophie, où vous avez, entre autres, fait ce travail sur... La liberté, la question de la liberté. L'émancipation, la liberté. Le titre de votre travail, c'était sur... Je ne sais plus. Je me souviens qu'il y avait la performativité. C'était sur la question de la performativité en psychopathologie, que d'ailleurs j'aimerais bien voir, parce que c'est un travail que Marc-Antoine fait avec Daisy, sur ça que j'aimerais voir le développement. Moi j'ai travaillé sur les délires religieux, que je fais aussi, j'essaye de délire religieux, j'ai fait sur les délires collectifs, et c'est un travail aussi que j'aimerais développer, puisque c'est la question de rapport entre les délires individuels, les thèmes des délires individuels, et puis tous les discours collectifs qui sont à la base de ces délires individuels. Ça veut dire mysticisme, surveillance, persécution, ambition, grandeur, ruine. Ça veut dire comment on articule ces questions collectives avec l'individuel. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on revient... C'est le bon moment pour faire ça. Comment ? C'est le bon moment pour faire ça. Oui, on est tombé à pic. Qu'il y avait quelque chose d'actuel dans tout ça, dans le délire collectif. On revient à notre séance d'aujourd'hui, qui sera sur Victor Tosk. Donc la question du délire, elle sera présente. Et il y aura Lito Panayotopoulos et Nina de Spengler. Vous deux, vous travaillez, vous êtes psychanalyste, membre de la Société suisse de psychanalyse. Et puis, on commencera par un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Michel Decker et Chloé Vassor, qui est une application, c'est un article écrit en 2011, qui applique la théorie de Tosk sur les machines à influencer, un délire qui habité par la machine à influencer. Le titre, c'est La machine à influencer de Victor Tosk, un concept ancien, puisque ça date d'un siècle en arrière, 1919, pour un cas clinique contemporain. Donc, ils utilisent un cas clinique actuel où il y a la machine à influencer, ils mettent en parallèle avec le travail de Tosk. On fera le parallèle entre ça et Tosk, et puis ensuite on va faire un petit glissement, peut-être dans un deuxième moment. On sortira du Tosk clinicien, du Tosk théoricien, vers le Victor Tosk, patient de Hélène Deutsch, donc les symptômes de Victor Tosk,
Et puis, toutes les descriptions qui ont été faites du suicide de Victor Tosk par Burgos et Kurt Eisler. Alors, Lito, je te laisse commencer. D'accord, volontiers. Ben alors déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait toujours parler de clinique. Donc, en matière de clinique, alors moi j'ai bien sûr lu l'article que tu nous as transmis, l'article de 2011. En faisant une espèce de lecture en zigzag avec l'article de Tosk sur l'appareil influencé, sur la machine à influencer, ce qui fait qu'on se retrouvera ici aujourd'hui avec 5 cas, puisqu'il y a Monsieur M de 2011, et puis il y a quelques autres cas qui sont les cas que Tosk évoque dans son livre, dont Mademoiselle A, Natalia A, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sam Mayer, quelque chose comme ça. Emma, et puis l'ouvrier, le maçon, Joseph H, Emma A, Standenmayer, et voilà, ça nous en fait 5. Donc on verra comment on peut se balader dans ces différentes histoires, d'autant plus que l'histoire de l'influence, c'est pas Tosk qui a inventé ça, enfin ça a été décrit déjà par beaucoup de psychiatres au XIXe siècle, donc avant, à la fin du XIXe siècle. Pas de cette forme-là, ni théorisé de cette manière, c'est-à-dire essayer de comprendre ces syndromes psychiatriques de manière psychanalytique, mais ils étaient déjà décrits. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend des livres de psychiatrie du début du XXe siècle, notamment celui d'Henriet, il mentionne Tosk, par exemple. Alors, pour revenir à l'article de 2011, alors c'est un article intéressant, c'est un article que j'ai trouvé, qui fait un peu exposé scolaire, parce que je le trouve bien sage. Il redit de manière très fidèle d'ailleurs et assez bien exposé, je pense qu'il y a une très bonne synthèse comme ça, les idées de Tosk. Il présente un patient de manière extrêmement fragmentaire, ce qui est quand même difficile pour discuter en cas, c'est bourré de trous. Il y a des anamnèses comme ça, enfin bon, c'est difficile d'en faire quelque chose. On peut, bien sûr, on va en discuter, ça n'empêche pas d'en discuter, mais c'est compliqué. Et puis, peut-être comme on en discutait aussi avant, la question comme ça d'étendre ou d'essayer de faire des correspondances entre une vision qui serait une vision dite psychodynamique dans l'article, et puis d'autres approches qui pourraient au fond s'inspirer ou rencontrer les mêmes terrains que les terrains psychanalytiques, moi je la trouve assez maladroite. Intéressante mais maladroite, parce que c'est pas très développé, parce qu'on ne sait pas très bien comment se situer. Moi je ne suis pas neurobiologiste, donc je ne sais pas très bien à quoi il est fait référence, enfin c'est pas problématisé. Donc ça me fait penser un peu à un travail de master bien mené, mais voilà, qui évoque des questions. S'il y a des choses à ouvrir, on pourrait le faire ici, mais bon, il y a beaucoup de choses. Alors moi, je vais quand même vous raconter l'histoire de Monsieur M. Enfin, tout le monde a lu le cas, donc je ne vais peut-être pas reprendre en détail l'article, mais juste les éléments qui m'ont semblé importants, il n'y en a pas énormément. Donc c'est un homme qui décompense sur un mode psychotique le jour où, dès le moment où il apprend que son père n'est pas son père biologique, mais son père adoptif. Voilà, père dont, si j'ai bien compris, mais j'ai lu entre les lignes, les parents étaient déjà séparés, parce qu'il semble avoir au fond découvert ça assez tard dans son histoire. Il se met donc à délirer, apparaît la figure d'un policier qui l'accuse d'inceste maternel. Ça serait un peu comme dans l'article de Tosk, il y a un développement comme ça de l'univers psychotique de ce patient. Et puis, ce policier va aussi l'accuser d'être malade, schizophrène, et progressivement utiliser de plus en plus de machines pour le contrôler, pour être à l'intérieur de lui, pour le surveiller. Et puis dans ce monde psychotique, il développe la figure de Sylvie, enfin il fait naître Sylvie dont il dit qu'elle existait avant qu'il décompense, donc c'est une vieille histoire, Sylvie. Enfin ça c'est moi qui le dis, qui est au fond une figure de salvatrice, qui serait au fond une échappatoire,
qui pourrait le sauver de la persécution, des accusations, si seulement il pouvait coucher avec elle et prouver sa normalité, qu'elle soit humaine ou pathologique, enfin dans le registre du diagnostic. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait avec ce patient. Si, il a été hospitalisé, des longues hospitalisations. Il a eu des traitements neuroleptiques, manifestement, auxquels il ne répondait pas toujours très bien, d'ailleurs, aussi. Voilà, c'est ce qu'on sait de son traitement. On ne sait pas s'il a eu des entretiens, s'il a eu des traitements entre les hospitalisations. On sait que les hospitalisations sont plus ou moins dues à des ruptures de traitement, enfin des ruptures de la continuité, j'imagine, des médicaments, mais peut-être d'autres choses aussi. Voilà. Que c'est un patient qui essaie de garder une certaine vue de l'esprit, je dirais, notamment en terminant ses études, en essayant de rester inséré dans un domaine socio-professionnel, même s'il est au fond désespérément seul. Il vit une vie extrêmement solitaire, loin de sa mère. Et une autre chose qu'on sait de son histoire, c'est que cet homme a intenté un procès à son père adoptif pour qu'il lui verse de l'argent. Et ça a été couronné de succès. Voilà. Mais on ne sait pas quand ça intervient dans l'histoire de sa maladie, cette histoire, voilà, au décours de l'histoire. Alors bon, moi en lisant cette histoire, je me suis posé des questions que je vais vous soumettre, et peut-être dont on pourra discuter plus que... Ça c'est le volet clinique, disons. Alors moi je me dis que l'annonce comme ça, très tardive, au fond, et traumatique, de la dissimulation de ses origines, donc non seulement on lui a annoncé enfin, qu'il n'était pas de là où il pensait être, mais on lui dit qu'on l'a dissimulé finalement, sans le dire. Je me disais que ça pouvait avoir activé par négation, enfin, de cette scène primitive biologique, le fantasme incestueux dont il s'accuse, enfin dont il se sent accusé plutôt. Mais je me disais, au fond, l'inceste, est-ce que c'est pas une démarche secondaire qu'il fait pour se sauver ? Parce que je me disais que cet inceste, il ressemblait furieusement, malgré le peu d'éléments qu'on a, à quelque chose d'un fantasme d'auto-engendrement. Et je me suis demandé si, au fond, le délire, il n'était pas construit avec la figure de l'inceste, mais pour exprimer quelque chose d'un auto-engendrement. Il est son propre père. Il n'y a plus de père, donc il est son père. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il essaye à un moment donné, je me suis dit tiens c'est peut-être une tentative de guérison quand même, ou de compromis, de redonner à ce père fantôme, donc le père adoptif, un semblant de réalité quand il lui court après justement pour cette histoire d'argent. Et en même temps, il y a quand même peut-être quelque chose d'un tout petit peu névrotique, d'ailleurs Toos qui parle aussi de zones qui pourraient fonctionner différemment, quelque chose d'un peu hétérogène dans le fonctionnement mental, tout en lui faisant payer, au fond, quelque chose d'une place qu'il aurait usurpé, le père. Parce qu'au fond, c'est un père, c'est pas un père, enfin, on peut se demander s'il n'y a pas des fantasmes comme ça, bien sûr, c'est pas dit. Et ces mensonges, et aussi le fait que c'est un homme stérile, ce père. Donc il se retrouve avec un père qui ne peut pas donner autre chose que de l'argent, ne peut pas donner de sa vitalité, de sa semence, mais il peut donner de l'argent. Thème de l'argent qu'on retrouve à un moment donné dans une petite note sur un phénomène hallucinatoire, c'est qu'il pense trouver Sylvie, donc sa sauveuse, dans la personne qui lui demande 1 euro. Il y a une femme à un moment donné qui hallucine être Sylvie et qui lui demande de l'argent et qui le regarde. Et je me dis, tiens, c'est comme si à travers l'argent, il y avait quelque chose, une espèce de vitalité possible. Le regard de cette femme évoque Sylvie, évoque quelque chose d'une sortie de la schizophrénie, puisque c'est à ça qu'il l'associe. Comme l'argent de son père pourrait redonner quelque chose d'un corps à sa non-existence, à ses non-origines. Oui, au début, on se demande si Sylvie existait vraiment, si c'était imaginaire. Parce qu'il reconnaît Sylvie un peu partout. Oui, justement, je me suis dit... Il cherche Sylvie, on a l'impression, comme s'il ne connaissait pas Sylvie. Oui. Alors, et puis je pensais aussi au fait qu'il veut gagner sa vie, cet homme, donc je me dis qu'autour de l'argent, il y a peut-être quelque chose d'un reste. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça a comme fonction chez lui, mais il y a peut-être un reste d'objets.
La deuxième chose que je pourrais souligner, c'est que ce policier, donc, qu'il a inventé dans son délire, contrôle donc son corps, contrôle son esprit, le touche. Il le connaît à l'intérieur, le larynx, et il le décode. Il est omniscient, donc il sait tout, il est tout le temps là, comme une figure archaïque maternelle, et il le rend fou, et en même temps, en le rendant fou, il le fait paradoxalement vivre. D'ailleurs, le patient lui-même dit qu'il est dans un paradoxe. C'est un patient qui est très intelligent. Il va consulter les encyclopédies pour essayer de comprendre ce que ce délire lui raconte. Mais moi, j'y verrais, au-delà de la quête intellectuelle qu'il mène, l'activation de traces sensorielles très précoces. Comme le nursing, donc il se sent touché, ses hallucinations synesthésiques. Et j'ai été très frappée par l'idée que le policier décoderait des expressions, et je me suis demandé si ce n'était pas justement la projection de ses propres tentatives de décoder quelque chose sur le regard d'une mère que j'imagine absente ou déprimée. Comme ça, cette avidité du regard qui essaye de décoder. Et je me demande justement comment ce monsieur M a été reçu par une mère qu'on imagine une femme célibataire. En tout cas, elle n'est pas en couple. Enfin, l'histoire du couple de la mère et du père biologique n'existe pas dans la relation du cas. Apparemment, elle est seule. Alors, est-ce qu'elle était absente? Est-ce qu'elle était déprimée? Quelle est cette présence que la machine du policier cherche à découvrir? Ils vivent ensemble comme un couple et il essaie de se séparer. Il se sépare d'elle. Oui, il se sépare. Tout son travail, c'est d'essayer de se séparer de cette mère. Il fait un effort très grand, toujours, de se séparer. Alors, donc, est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi, dans l'idée que le symptôme est une guérison, quelque chose qui essaye de le désanonymiser dans cette quête du regard? Désanonymiser, de le rendre moins anonyme. Enfin, aussi l'hallucination de Sylvie qui le regarde. Voilà. Alors, je me demande aussi, parce que c'est très particulier, il n'est pas touché partout. Il est touché derrière les oreilles, les bras et le haut du corps. Bon. Alors, je me suis dit, tiens, derrière les oreilles, moi, ça m'a fait tout de suite penser aux lunettes. On ne met pas des lunettes à un bébé. Bon, mais je me suis dit, des lunettes. Et le toucher, ce n'est pas une métaphore, n'est-ce pas? Non, c'est de l'hallucination. Les toucher physiquement. Oui, il le sent, oui, il l'hallucine. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mémoire corporelle? Est-ce qu'il y a eu des masques? Est-ce qu'il y a eu... qu'est-ce que c'est que derrière les oreilles? C'est pas dans les oreilles, c'est une zone de nursing un peu atypique. Mais j'ai pensé aux masques, justement. Aux masques qu'on met derrière les... c'est peut-être parce que nous, on est immergés dans les masques, et puis du coup, c'est un petit peu une espèce de... Les masques de l'accoucheur. Aussi les masques des infirmières. Est-ce qu'il a été institutionnalisé, ce bébé? J'en sais rien. Ce bébé, cet enfant, ou cette partie de lui, je sais pas. Mais je me suis dit aussi que, pour rester bien freudien, ça pouvait tout à fait être le déplacement du bas en haut. C'est-à-dire qu'au fond, le déplacement de zones érogènes beaucoup trop stimulées, l'anus, on pense à l'argent, ou bien les zones sexuelles, les organes sexuels, le ventre. Alors est-ce que c'est ça qu'il hallucine en déplaçant simplement la zone tactile?